Sortez de la famille, m'ont-ils texté. J'ai répondu, compris. J'ai supprimé le fonds de 92 000 € qui les avait maintenus à flot pendant 6 ans. Quelques heures plus tard, 89 appels manqués et une fraude de près de 150 000 € à mon nom mise au grand jour. Je m'appelle Camille. Je travaille dans la finance, je vis seul à Lyon, et j'ai passé toute ma jeunesse à réparer les dégâts que ma famille créait. Un jeudi soir, en mangeant la dernière bouchée de mon plat à emporter sous la faible lumière de la cuisine, j'ai reçu un message de groupe de toute la famille. Nous pensons qu'il est préférable que tu prennes tes distances avec la famille pour le moment. Pas d'appel, pas d'explication, juste un emoji pouce levé de tante Sophie. J'ai répondu, compris. Alors je vais également me retirer du fonds d'urgence familiale. Ce soir-là, j'ai tranquillement fermé le compte qui les avait maintenus à flot pendant 6 ans. Vous êtes-vous déjà fait exclure de votre propre famille simplement parce que vous vous êtes arrêté au bon moment? Si vous avez déjà ressenti cela, laissez un commentaire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour attraper la prochaine partie, car cette histoire ne fait que commencer. Je ne me souviens pas à quelle heure j'ai laissé tomber mes baguettes et j'ai couru hors de la maison. Je me souviens juste que cette nuit-là, l'appel de ma mère est arrivé alors que j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable. Camille, ma chérie, Jules a eu un accident. Ils ont dit que s'il n'avait pas d'assurance, ils ne le traiteraient pas. Sa voix s'est brisée, prise entre les sirènes et les sanglots. J'ai demandé où ils étaient, elle a dit. Le parking de Carrefour près de la rue de la République. Ton père? Il était affalé sur le volant. Je n'ai rien demandé d'autre. J'ai attrapé mon sac, mes clés, et je suis sorti dans le vent froid qui hurlait dans les ruelles de Vaux-en-Velin. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon père, un homme qui autrefois portait tant de fierté en tant que chef de chantier, adossé à la voiture comme un enfant perdu. Ma mère avait le visage dans ses mains. Et Jules était recroquevillé sur la banquette arrière, sa chemise trempée de sang autour de son bras. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé le centre médical privé le plus proche, et j'ai passé ma carte de crédit personnel pour un acompte de 10 000 €. Alors que l'infirmière emmenait Jules, ma mère m'a serré la main. Tu es la dernière lumière de cette famille, Camille. Je suis tellement désolé de te faire subir ça. Ce n'était pas parce que j'étais forte. C'était parce que j'y étais habitué. J'étais la fille avec le cerveau financier dans les yeux de tout le monde, donc on supposait que je saurais tout gérer. Jules s'est stabilisé quelques semaines plus tard. Ils ont appelé cela un miracle. Mais personne n'a appelé pour demander comment j'allais. Personne n'a plus mentionné les 10 000 €. Puis la marée familière est arrivée. Ma mère a été diagnostiquée avec un prédiabète. Son assurance ne couvrait pas assez. J'ai automatiquement acheté son insuline prescrite. Mon père a perdu son emploi à temps partiel à l'entrepôt. J'ai aidé à couvrir le prêt de la voiture. Jules a rechuté. J'ai filé de l'argent pour garder les lumières allumées. Puis un jour, tante Sophie m'a appelé à voix basse. Camille, je sais que tu as beaucoup aidé, mais peut-être que nous devrions mettre en place un fonds commun. Comme un compte d'urgence. Ta mère, tante Hélène, qui en a besoin peut l'utiliser, et tu nous aides à le gérer. D'accord. Je me souviens encore d'être resté debout dans l'ascenseur du bureau. Ma poitrine s'est refroidie en entendant qu'elle appelait cela un fonds, comme si j'étais une responsable de prêt. Mais j'ai quand même dit, bien sûr, je m'en occuperai. J'ai ouvert un nouveau compte sous mon nom, j'ai mis en place des virements automatiques depuis ma propre paie, j'ai acheté un logiciel de suivi des dépenses, j'ai lié les factures, électricité, eau, prescription, même le service téléphonique de Jules. Au début, j'avais prévu de le nommer fonds d'urgence familiale, mais je l'ai changé en bouclier financier, car c'est exactement ce que c'était. Le dernier rempart entre ma famille et l'effondrement. Puis sont venues les nuits tranquilles dans mon petit appartement. J'ai mangé des nouilles instantanées, annulé mon voyage prévu à Montpellier, payé les séances de thérapie privée de Jules. Ils m'ont envoyé leurs identifiants de compte, leurs mots de passe bancaire, leur code de sécurité, comme quelqu'un qui confie les clés aux gardiens d'animaux. Non pas par confiance, mais pour éviter la responsabilité. Tante Sophie a un jour envoyé un message, « Tu es meilleur que nous, les vieux, pour ces choses-là. Aide-nous. » Ok. Tante Hélène était plus décontractée. Oh, Camille, si j'avais été aussi intelligente que toi à l'époque, peut-être que les choses ne se seraient pas si mal passées.
En tout cas, merci d'avance. Personne n'a demandé si je vivais à crédit. Personne n'a demandé quelle de mes cartes était arrivée à leur limite. Je me souviens une fois d'être assise au bureau, fixant le rapport trimestriel, et soudain, les larmes ont commencé à couler. Je ne pouvais pas m'arrêter. Pas parce que j'étais triste, mais parce que je me sentais effacé. Personne ne se souvenait de moi comme d'une fille, d'une sœur, ou d'une femme de 32 ans avec des sentiments. Ils se souvenaient seulement de moi comme celle qui paie toujours à temps. Une fois, je n'ai pas payé la facture internet de ma mère juste pour voir si quelqu'un le remarquait. 4 jours plus tard, elle a appelé. Ma chérie, internet est en panne. J'essayais de commander mes médicaments, mais je ne peux pas me connecter. Peux-tu vérifier pour moi? J'ai ouvert une session, payé la facture, et répondu calmement. C'est réglé, maman. De l'autre côté, elle a juste dit « Merci, chérie ». Personne ne m'a demandé comment j'allais, et je ne m'attendais plus à ce qu'il le fasse. Mais ce qui m'a fait commencer à sauvegarder chaque facture, à faire des captures d'écran de chaque transaction, et à stocker les emails dans un dossier appelé « Reçu » pour survivre n'était pas l'argent. C'était le sentiment croissant que j'étais effacé du récit familial. Je n'étais plus Camille. J'étais le fond, l'assurance, la solution, et tout le reste. Mes émotions, mes pensées, mon épuisement, ma douleur, il n'en parlait jamais. Non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il savait et pensait que j'endurerais cela pour toujours. J'avais l'habitude de penser que si je restais stable, prospère, généreuse, tout se mettrait en place. Mais personne ne m'avait prévenu qu'en famille construite sur le sacrifice silencieux, plus vous êtes silencieux, plus ils dépendent de vous. Jules a rechuté alors que j'étais en voyage d'affaires à Grenoble. Au moment où je suis descendu de l'avion, j'ai reçu un message de ma mère. 2 lignes. Ma chérie, Jules est à nouveau incontrôlable. La police a appelé la maison à 3 heures du matin. J'ai dégagé mon emploi du temps, reporté des réunions, et je suis retourné à Lyon ce soir-là même. Cette fois-là, j'ai dépensé près de 7 000 € dans un centre de désintoxication d'urgence. Personne ne m'a remboursé, bien sûr. Le mois suivant, la facture d'électricité de maman a été gelée à cause d'une erreur bancaire. J'ai payé comme d'habitude. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé un email. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, mais ma carte de crédit a atteint sa limite. Je ne peux pas suivre un petit prêt de garage. J'ai payé ça aussi. Je n'ai rien dit. J'ai commencé à manger des sandwichs de supermarché en promotion pour le déjeuner 3 jours de suite au lieu de ma salade de poulet habituelle au bureau. J'ai annulé mon abonnement à la salle de sport. J'ai arrêté de contribuer à mon compte d'épargne mariage. Alex m'a doucement demandé un jour, « Es-tu sûr que nous nous marions toujours en octobre? Tu as l'air si fatigué. » J'ai souri, j'ai caressé sa main, et j'ai dit, juste une pause. Ma famille traverse une période difficile. Mais cette période ne s'est jamais vraiment terminée. J'ai commencé à éviter les dîners de famille, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais épuisé. Chaque fois que je me présentais, j'entendais, Camille a l'air fatiguée. Pourquoi est-elle toujours aussi sérieuse? Les filles en finance doivent toujours être aussi tendues qu'une horloge. Elle se sent comme une étrangère dans sa propre maison. Je forçais un sourire, posais ma tarte faite maison sur la table, et je m'asseyais. Mais je savais que je n'étais pas valorisé. Seulement nécessaire. Il me disait froide, distante, et un peu arrogante. Une fois, tante Sophie a organisé une fête d'anniversaire surprise pour Manon, ma cousine. Je n'ai pas pu y assister car j'étais en train de gérer une enquête majeure sur la fraude client. Ce soir-là, j'ai reçu un message vocal de 1 minute et 40 secondes de ma mère. Clairement envoyé par erreur. Cette Camille, toujours à utiliser son travail comme excuse. Elle s'est encore isolée. Elle a de l'argent mais personne avec qui le partager. Comment cela n'est-il pas épuisant? Je n'ai pas fini l'enregistrement. Je me suis arrêté à 42 secondes et je n'en ai pas parlé à elle ni à personne. Exactement 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de la pharmacie. Nous n'avons pas reçu le paiement ce mois-ci pour la prescription d'insuline. Souhaitez-vous que nous gardions la commande quelques jours de plus? J'ai dit, non, allez-y. Je paierai maintenant. Je l'ai fait comme un réflexe. Silencieusement, sans remerciement, sans reconnaissance,
ne laissant aucune trace sauf la déduction de mon compte. Et pourtant, il me disait trop pratique pour être chaleureuse. Je me suis un jour demandé, si je disparaissais un jour, ressentirait-il mon absence ou remarquerait-il simplement que leurs factures ne sont plus payées à temps? Je me souviens d'un rassemblement le week-end chez tante Hélène quand Jules s'est emporté parce que je ne voulais pas lui prêter de l'argent pour acheter un vieux pick-up. Il a crié à travers la table, frappant de sa main. Tu ne sais pas toujours ce qui est bien et mal, Camille. Arrête de faire comme si tu étais meilleur que nous. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux regarder tout le monde de haut. Ma mère a tranquillement posé sa fourchette. Elle ne m'a pas défendu. Tante Sophie m'a lancé un regard de côté comme pour dire « Ne fais pas de scène ». Je n'ai pas réagi. Je me suis levé, j'ai rempli mon verre d'eau, et j'ai continué à manger. Mais ce que je voulais, c'était me lever et crier « Je n'ai pas de pouvoir ». Tout ce que j'ai, ce sont des factures de tout le monde dans cette maison. Et un silence que personne d'entre vous ne reconnaît jamais. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que personne dans cette pièce n'était vraiment prêt à écouter. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai nommé un jour. J'ai commencé à sauvegarder chaque facture, chaque transaction, chaque virement. Pas pour confronter qui que ce soit, mais pour me rappeler que mon épuisement était réel. Et si un jour je ne pouvais plus tout supporter, au moins j'aurais la vérité. Et parfois, la vérité est la seule chose qui empêche une personne de se briser. Ce soir-là, je venais de rentrer du travail, mes jambes encore endolories après 12 heures de présentation à un nouveau groupe d'investissement. J'ai préparé rapidement un bol de soba, sur le point de m'asseoir quand mon téléphone a vibré. Un message de groupe famille a allumé l'écran. Manon, la fille de tante Sophie, ma cousine, a envoyé une photo d'un logo d'école française avec une légende enthousiaste. La meilleure école de parfumerie à Nice. Mon rêve. C'est un programme court, seulement 5 000 €. Je sais que le fonds familial a aidé Jules, tante Hélène, et même tes médicaments, maman. Alors, le fonds peut-il m'aider aussi? C'est pour mon appel créatif. En dessous, moins de 3 minutes plus tard, ma mère a répondu. Vas-y, ma chérie. Personne ne comprend mieux les rêves des jeunes femmes que ta maman. Si tu le veux, nous allons y arriver. Un cœur rouge de tante Sophie. Un autocollant d'applaudissements de tante Hélène. Je me suis redressé, j'ai posé mes baguettes, et j'ai fixé l'écran. Les personnes qui ne savaient rien du système financier derrière ce fonds le lançaient maintenant comme une carte de crédit en platine invisible. Un fonds entièrement financé par mon propre revenu mensuel, un fonds auquel ils n'ont jamais contribué un centime. J'ai relu le message de Manon 3 fois. La phrase « C'est pour mon appel » m'a pressé la poitrine comme une pierre. La semaine précédente, j'avais renoncé à une formation professionnelle. Les factures d'hôpital de Jules étaient toujours impayées. 2 jours plus tard, j'ai hésité devant un manteau d'hiver. La prime d'assurance maladie de maman venait d'être débitée de mon compte. Et maintenant, ma cousine, qui n'a jamais assisté à une seule réunion du fonds, qui ne m'a jamais demandé comment j'allais, demandait 5 000 € pour étudier la création de parfums en France. J'ai verrouillé mon écran, j'ai fini le soba froid, et j'ai lavé la vaisselle. Quelques heures plus tard, je me suis connecté au compte ou bouclier financier, le nom que j'avais donné au fonds d'urgence, et j'ai regardé le solde. Il pouvait couvrir encore quelques mois d'insuline pour maman, solder les dernières factures de traitement de Jules, mais il ne restait plus une seule trace pour l'appel supposé de qui que ce soit. J'ai fermé l'ordinateur portable, et j'ai laissé faire. Le lendemain matin, maman a appelé. Tu as vu le message de Manon, n'est-ce pas? Tante Sophie espère que le fonds pourra aider. C'est toi qui le gères après tout. Je l'ai vu. Alors, qu'en penses-tu? Je n'ai pas encore décidé. Elle a fait une pause de quelques secondes, puis a changé de ton. Tu sais, Manon est une rêveuse. Personne d'autre dans notre famille n'a poursuivi quelque chose comme ça. Si tu l'aides, elle ne l'oubliera jamais. J'ai regardé le calendrier encadré sur mon bureau où j'avais effacé le jour du mariage le 14 octobre il y a 3 mois. J'ai dit, j'y réfléchirai. Et j'ai raccroché. Le soir suivant, une nouvelle notification est apparue dans le chat de groupe. Tante Sophie a écrit, « Tout le monde, j'ai réfléchi. Peut-être qu'il est temps de laisser Camille prendre une pause. Elle a beaucoup fait,
mais chacun a un moment où il faut marcher tout seul. Je pense qu'il est préférable qu'elle prenne ses distances pendant un moment pour laisser respirer les choses. Maman a suivi. Nous avons tous besoin d'un espace calme. Chacun a sa saison. Si cela te semble juste, prends du temps loin du groupe et concentre-toi sur toi, Camille. Un emoji signe de tête de tante Hélène. Un autocollant de fleurs de lavande de Manon avec le message « Je t'envoie de l'amour ». J'espère que tu trouveras l'équilibre. Pas un seul d'entre eux n'a mentionné mon nom en discutant du fond, mais quand je suis restée silencieuse, c'est soudain moi qui ai dû être retirée. J'ai tapé une ligne. Compris. Je respecterai cela et je me retirerai également du fond. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert mon email bancaire, je me suis connecté au compte ou bouclier financier. J'ai annulé toutes les autorisations de paiement automatique, déconnecté chaque carte, et fermé complètement le compte. Mon nom avait été effacé de la famille. Alors, il n'avait plus besoin du fonds que j'avais construit, n'est-ce pas? 36 heures après avoir fermé le compte ou bouclier financier, tout a commencé à s'effondrer. Pas avec du bruit, mais avec des signaux silencieux, des alertes, des emails de recouvrement de créances, des messages urgents d'endroits qui ne m'avaient jamais contacté auparavant. La pharmacie a appelé mon téléphone professionnel. L'infirmière a parlé d'une voix plate et répétée, comme si elle lisait un script bien utilisé. Nous ne pouvons pas traiter la prescription d'insuline pour Madame Evelyne Dubois. Il semble que le mode de paiement automatique ait été refusé. Souhaitez-vous que nous gardions la commande, Mademoiselle Camille? Il n'est pas nécessaire de la garder. Je ne m'occupe plus de ce paiement. Ma mère a laissé 47 appels manqués en un seul après-midi. Sa voix dans le dernier message vocal tremblait, craquant sous la panique. Ma chérie, que se passe-t-il? Pourquoi la banque dit que le compte a été fermé? Je ne peux pas accéder au portail des prescriptions. Jules, il dit que l'assurance n'est plus active. Peux-tu me rappeler? Dis-moi juste ce qui se passe. Je n'ai pas rappelé car il ne me restait plus rien à dire. Ma vie entière avait tourné autour de les empêcher de tomber du bord. Maintenant, je le voyais clairement. Ils n'avaient jamais appris à se tenir debout parce qu'ils n'avaient jamais imaginé que je partirais. Ce soir-là, je venais de finir de me laver les mains quand un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception personnelle. L'expéditeur, une adresse étrange remplie de chiffres aléatoires comme un compte de spam. Objet, avis de succès de la demande Fondation Jules pour le rétablissement. J'ai cru que c'était une erreur, mais quand je l'ai ouvert, je me suis figé au milieu de ma cuisine. Une demande de prêt commercial pour 150 000 € avec mon nom complet indiqué comme superviseur financier. Nom de l'entreprise, Fondation Jules pour le rétablissement. Signataires, Evelyne Dubois, ma mère, et Sophie Meyer, ma tante. Et la partie qui m'a donné la chair de poule. Une signature forgée à mon nom. Camille Dubois. Parfaite jusqu'à la courbe du P. Ils avaient soumis un prêt sous le couvert d'un fonds caritatif et ils ont utilisé mon identité, ma signature, mon numéro fiscal personnel sans me demander quoi que ce soit. J'ai imprimé chaque page de l'email, je l'ai étalé sur ma table de salle à manger. J'ai fixé le Camille Dubois en italique sur la ligne d'autorisation, l'encre si parfaite qu'elle me rendait malade. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je me suis assise là comme une étrangère dans ma propre maison, relisant le dossier de prêt encore et encore. L'objectif déclaré, soutenir un centre de traitement de rétablissement pour jeunes rechutants à Lyon et dans les environs. 6 juin, une copie d'une licence commerciale qui n'existait clairement pas. J'ai vérifié le système d'enregistrement fédéral. Aucune organisation nommée Fondation Jules pour le rétablissement n'avait jamais été approuvée. Il construisait une entité fantôme et si je n'avais pas fermé le compte ou bouclier financier à temps, ce prêt entier aurait atterri sous mon nom. À ce moment-là, j'ai compris qu'il n'était plus seulement dépendant. Il volait activement mon identité, essayant de me saddle avec une ruine financière tout en m'effaçant doucement de la famille. 3 heures plus tard, j'ai appelé le service de prévention de la fraude de la banque. Une femme nommée Chloé a décroché. Sa voix était calme et patiente. Je lui ai donné mon nom, les anciennes informations du compte, et j'ai expliqué mon soupçon concernant la demande de prêt frauduleuse. Chloé est restée silencieuse quelques minutes pendant qu'elle examinait le dossier. Puis elle a dit, en fait, nous avons suspendu le traitement de ce prêt plus tôt aujourd'hui. Notre système a signalé des incohérences dans la vérification du cosignataire.
Si vous n'aviez pas appelé, le dossier aurait pu être traité dès la semaine prochaine. J'ai demandé, que se serait-il passé si je n'avais pas fermé le compte au préalable? Chloé a répondu, parce que votre nom était toujours lié au fonds, vous auriez été considérée comme la garante, et l'intégralité du prêt aurait été liée à votre crédit personnel. Légalement, vous seriez entièrement responsable si l'entreprise n'existait pas. J'ai serré le téléphone plus fort. Chloé a ajouté, je suis vraiment désolé, mais il semble que quelqu'un de proche de vous ait essayé de tirer parti de votre crédibilité financière. Je ne savais pas encore quelle serait la prochaine étape, mais je savais une chose avec certitude. Ma famille n'était plus seulement un groupe ayant besoin d'aide. Ils étaient devenus un système, et j'étais le dernier lien qu'ils n'avaient pas retiré avant que l'arnaque ne s'effondre. Je n'aurais jamais cru me retrouver à remplir un rapport de fraude. Avec ma propre mère et ma tante listées comme demandeuses, j'ai imprimé l'intégralité du dossier de prêt sous le nom Fondation Jules pour le rétablissement. J'ai joint des captures d'écran de la signature forgée portant mon nom et j'ai inclus le numéro de sécurité sociale qui avait été utilisé, un que je savais que seules quelques personnes de la famille avaient accès. J'ai compilé tout cela dans un seul PDF, les joint à un email, et je l'ai envoyé au département des enquêtes internes de la banque. 1 heure plus tard, j'ai appelé la ligne d'assistance fraude de l'URSSAF pour signaler l'utilisation abusive d'informations personnelles liées à une fausse inscription d'organisation à but non lucratif. L'agent qui a pris mon cas, une femme nommée Nathalie, a écouté attentivement lorsque j'ai expliqué que ma mère et ma tante avaient signé les formulaires. Sa voix n'a pas flanché de surprise. Vous n'êtes pas la première personne dont la famille exploite en raison d'un bon crédit, mais si vous avez une documentation complète, nous pouvons ouvrir une enquête civile et nous signalerons l'identifiant fiscal associé avec des alertes de fraude pour toutes les parties impliquées. Je l'ai remercié. Je ne sais pas pourquoi, mais les mots « vous n'êtes pas la première » m'ont serré la gorge. Je pensais que cette douleur était la mienne seule, mais il y en avait d'autres comme moi, non pas trahis par des ennemis, mais par les personnes les plus proches dans leur vie. Cet après-midi-là, j'ai reçu une confirmation de la banque. Elle disait, après examen, nous confirmons que mademoiselle Camille Dubois n'était pas présente lors du processus de demande de prêt. Sa signature a été falsifiée. Le dossier a été suspendu et transmis au service juridique. J'ai fixé la ligne en gras, sa signature a été falsifiée. Une courte phrase, mais elle a eu le poids de tout ce que j'avais enterré. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai écrit dans un journal. Pas quelque chose que je fais habituellement, mais j'avais besoin de clarté. J'ai écrit, ils ne voulaient pas que je recule. Ils voulaient le contrôle total du fonds sans moi. Ils ont essayé de me séparer du groupe, mais de garder la responsabilité légale liée à mon nom. Ils visaient à faire de moi un fantôme, responsable d'une dette qui n'existe pas. Et quand tout se serait effondré, ils auraient pu dire, Camille a signé. Nous ne savions rien. Un complot, organisé, stratégique, synchronisé, et moi, la seule capable de l'arrêter, était celle qu'ils devaient éliminer en premier. Mais laissez-moi relier les points. Ils m'ont tous dit de me reposer. Tante Sophie a été la première à le suggérer. Pourquoi ma mère, la même femme qui autrefois pleurait et me suppliait de sauver Jules, a-t-elle envoyé un emoji cœur quand Manon a demandé 5 000 € pour étudier le parfum? Rien de tout cela n'était spontané. Ils l'ont planifié. Ils ont bougé à l'unisson. Et à la fin, ils m'ont effacé avec une grâce calculée. Si je n'avais pas fermé le compte ou bouclier financier à temps, ils auraient canalisé de l'argent dans la Fondation Jules pour le rétablissement. Si la banque n'avait pas vérifié la signature, j'aurais été légalement lié à ce prêt. Et si la demande avait abouti, je n'aurais pas seulement perdu de l'argent. J'aurais pu perdre toute la carrière financière que j'avais passé 10 ans à construire. Je voulais croire que ma mère ne le savait pas, que peut-être elle avait été manipulée, pressionnée. Mais quand j'ai rouvert le dossier familial partagé que nous utilisions tous, j'ai trouvé un fichier supprimé d'une semaine auparavant. Jules-Fondation-Projet-Brouillon effacé par accent aigu D. Je n'avais plus aucun doute. J'ai essayé d'appeler la ligne fixe chez ma mère. Ça a sonné, puis ça a renvoyé vers la messagerie vocale. J'ai ouvert mon classeur, j'ai sorti toutes les copies de ma pièce d'identité, de mes relevés bancaires, et des emails de confirmation lorsque j'ai fermé le compte. J'ai commencé à les organiser par date. J'ai ouvert un nouveau fichier et j'ai tapé le titre, preuve de fraude d'identité, dossier CP 4591. Je l'ai envoyé à mon avocat privé,
celui avec qui j'avais travaillé lors d'un transfert d'actifs d'entreprise il y a des années. Une seule note jointe. J'ai besoin d'une protection juridique au cas où cette utilisation abusive d'identité se poursuivrait. Veuillez conserver ces informations en toute sécurité. J'avais l'habitude de penser que la pire chose était d'être abandonné par sa famille. Mais non, la pire chose est d'être utilisé jusqu'à votre dernier souffle et d'être quand même étiqueté comme froide et égoïste. Je ne me suis jamais vraiment éloigné. J'ai couru. Juste avant qu'il ne fasse de moi le bouc émissaire d'un complot enveloppé dans les mots pour la famille. Ce soir-là, j'ai reçu une invitation à une réunion Zoom familiale. L'expéditrice, Émilie, ma cousine du côté de tante Hélène, la seule qui m'avait jamais envoyé une carte de remerciement manuscrite l'année où j'ai payé ses derniers frais de semestre. Le titre de la réunion, point d'étape après une semaine d'écart. Je savais mieux. Ce n'était pas un point d'étape. C'était un procès familial avec moi comme accusé et tous les autres jouant le rôle de juge, témoin et jury à la fois. Quand j'ai rejoint, l'écran s'est allumé avec 10 carrés, des visages arrangés proprement comme s'ils attendaient leur tour. Ma mère était assise en haut à gauche, ses lèvres pâles et serrées. Mon père faisait les 100 pas dans le cadre, bras croisés. Jules ne disait rien, mais son visage semblait marqué par les larmes. Sophie portait un foulard et un collier de perles, ses lèvres retroussées dans ce sourire poli mais cinglant. Manon avait des écouteurs roses, son visage boudeur comme si elle était à mi-chemin de filmer un monologue émotionnel. Émilie a été la première à parler. Camille, la famille veut comprendre ce qui se passe. Tout le monde est sous le choc et se sent abandonné, mais s'il y a quelque chose que tu aimerais partager, c'est le bon moment pour expliquer. Enfin, la conversation avait commencé. Merci, Émilie. J'ai beaucoup à partager et cette fois j'ai des preuves. J'ai cliqué sur partager mon écran. Une feuille de calcul Excel est apparue intitulée Grand livre bouclier financier-bas final. Elle contenait plus de 140 entrées de transactions sur 5 ans. Prescription d'insuline, 12 341 €. Thérapie pour Jules, 7 800 €. Course Uber pour emmener maman à l'hôpital, 86 €. Cours d'auto-formation en ligne pour Manon, 1200 €. Réparation du toit pour tante Hélène, 2500 €. Soutien monétaire temporaire pour Jules après l'expulsion, 1000 €. Facture de téléphone de papa pendant 6 mois, 490 €. Et d'innombrables autres petits articles totalisant 92 447 €. Pas un seul euro remboursé. Pas un seul mot de remerciement reconnu. Tante Sophie a brisé le silence en premier. Tu as tenu des registres. Quoi? Tu veux un trophée? C'est une famille, pas un cabinet comptable. Je n'ai pas réagi. J'ai répondu calmement. Non, je les ai tenus. Pour me rappeler que je n'étais pas folle de me sentir vidée. Quelques clignements d'yeux. Certains ont détourné le regard. Jules s'est discrètement essuyé les larmes. La voix de ma mère tremblait. Es-tu en train de dire que nous avons profité de toi? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai cliqué sur le dernier onglet de la feuille de calcul où j'avais enregistré toutes les réunions du fonds, chaque demande de dépense, chaque paiement que j'avais effectué en leur nom quand ils avaient oublié de contribuer. Je ne dis rien. Je vous montre juste comment tout s'est réellement passé. J'ai fermé le compte, annulé toutes les autorisations, retiré mon nom de toutes les finances liées, et mis officiellement fin à toute responsabilité légale pour un fonds qui n'a jamais été vraiment partagé. Mon père plissa les yeux, sa mâchoire se contractant. Tu exagères, Camille. Quand quelqu'un vous falsifie la signature pour contracter un prêt de 150 000 € sous une organisation fictive, ce n'est pas une réaction excessive, papa. La lumière bleue froide de nos écrans éclairait chaque visage. J'ai continué. J'ai envoyé les documents falsifiés à la banque et à l'URSSAF. J'ai contacté mon avocat. À partir de maintenant, personne dans cette famille ne peut utiliser mon nom financièrement, légalement, ou autrement. Manon a pris la parole, sa voix incertaine. Je ne savais rien de tout ça, Camille. Tu ne savais pas parce que personne dans cette famille ne m'a jamais demandé comment j'allais. Je savais que je venais d'anéantir l'illusion qu'ils avaient utilisée pour couvrir ce qui se passait réellement. Enfin, j'ai dit, vous pourriez penser que je suis froide, ingrate, voire cruelle. Mais j'ai seulement appris à survivre.
Après avoir passé toute ma vie à me noyer pour vous empêcher de couler, j'ai cliqué sur arrêter de partager mon écran en point. L'affichage est revenu à 10 carrés silencieux maintenant rempli d'yeux éparpillés et de confusion silencieuse. Après cette confrontation Zoom, la famille est devenue complètement silencieuse. Pas de texto, pas de mais, pas d'excuses. Je continuais à aller travailler tous les jours, à finir les rapports trimestriels, à corriger des diapositives pour la prochaine réunion, à manger seul dans la salle de pause comme si rien ne s'était jamais passé. Jusqu'à un vendredi soir. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Un indicatif régional d'une autre région. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi s'est affaissé. Alors, j'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était rauque, comme quelqu'un qui avait pleuré pendant des heures. Camille, c'est moi, Jules. J'ai dit quelque chose. Je sais que le prêt était mal. Je sais. Peux-tu retirer le dossier de la banque? Maman est en panique. Tante Sophie se dispute avec papa. Le compte de la maison a été gelé. Dis juste à la banque que c'était un malentendu. Que c'était la mauvaise signature. Que quelque chose s'est mélangé. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, sauve-nous une dernière fois. Juste cette fois. Après ça, tu n'auras plus rien à faire. Tu peux prétendre que ça ne s'est jamais passé. Cette voix, ces mots, douloureusement familiers. Sauve-nous une dernière fois. Ma mère, la dernière fois. Tu n'auras plus rien à faire après ça. Combien de fois avais-je entendu ces phrases? Combien d'années? J'ai lentement rapproché le téléphone et j'ai demandé, Jules, étais-tu au courant du prêt? Un long silence a suivi, comme quelqu'un retenant sa respiration sous l'eau, incapable de refaire surface. Et puis l'appel a été coupé. Je savais assez. Je savais ce que je devais savoir. Pendant des années, j'avais imaginé le moment où quelqu'un de ma famille admettrait enfin qu'il avait tort. Je m'attendais à des larmes, peut-être du regret, mais il n'y avait que du calme. Pas par vide, mais par le poids de porter plus que je n'aurais jamais dû. Ce soir-là, j'ai ouvert l'email de mon avocat, confirmant que toute la documentation avait été soumise à l'URSSAF et à la banque, ainsi que des preuves de fraude d'identité. J'ai posé mon téléphone, ouvert ma bibliothèque de films, et choisi un ancien favori, Little Miss Sunshine. Un film sur une famille brisée, qui ne se sauve pas avec de l'argent, mais avec une acceptation honnête. J'espérais que j'arrêterais d'être celle à qui on s'attendait de tout porter en silence, puis d'être jetée comme une étrangère quand j'arrêterais de payer. 1 heure plus tard, un nouveau message est arrivé d'un autre numéro inconnu. Maman s'est évanouie en parlant à la banque. Peux-tu reconsidérer, s'il te plaît, Jules? J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai supprimé le message. Le lendemain, j'ai changé de numéro de téléphone. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller avec des sonneries fantômes, faisant écho comme des fantômes d'une seule faveur de plus. Je suis arrivé à Marseille un jour où il ne faisait ni soleil, ni pluie, le genre de temps que les gens appellent neutre. Mais pour moi, cela ressemblait à une expiration après une tempête. Mon nouvel appartement était au 8e étage avec des murs de verre donnant sur le vieux port où le coucher du soleil brillait doucement, jamais aveuglant, seulement chaud. J'ai acheté un fauteuil d'occasion sur le Bon Coin, une plante cactus, et une bouilloire en ivoire. Chaque soir, je m'asseyais par terre, adossé au mur, buvant du thé à la camomille. Pas de télévision, pas d'appel, pas de vérification de messages. J'ai commencé à travailler dans une petite société financière indépendante. Plus petite, mais honnête, où personne ne me traitait comme un distributeur de cash d'urgence. Personne ne disait des choses comme « Camille est douée avec les chiffres. Laisse-lui faire ». Ici, j'étais une personne, une collègue, quelqu'un qui apprenait, grandissait, et était vu pour ses compétences, pas pour son endurance. Je ne parlais à personne de mon passé. À Marseille, j'ai appris à vivre sans porter l'histoire de ma famille, comme un CV que je n'avais jamais demandé à écrire. Personne ne demandait si j'avais un frère toxicomane, ou une mère qui avait falsifié la signature de sa fille, ou une tante qui m'avait un jour appelé quelqu'un qui avait besoin d'une pause. Ils demandaient seulement, faites-vous de la randonnée le week-end ou préférez-vous rester à la maison? Avez-vous déjà un chat? Cet endroit est idéal pour les chats. J'ai souri. Pas de chat, pas de randonnée,
mais j'aimais qu'on me le demande comme si je vivais simplement, pas comme un distributeur de billets ambulant avec une respiration. Un mercredi soir, alors que je pliais du linge, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne connaissais pas, mais le nom affiché clairement. Kazay, l'ex-petite amie de Jules. J'ai hésité un moment, puis je l'ai ouvert. Salut, tu ne te souviens peut-être pas de moi. Je suis Kazay, l'ex-petite amie de Jules. Je sais que je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit après tout ce qui s'est passé, mais je voulais quand même te dire que tu l'as sauvé plus de fois que personne n'aurait jamais dû. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais maintenant, je comprends. J'espère que tu vis libre. Vraiment libre. Je ne sais pas si j'ai expiré ou retenu mon souffle en lisant ce message. Je me souviens m'être assise par terre, un pull encore déplié dans mes mains alors que des larmes coulaient sur mes manches parce que, pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait. Pas comme la porteuse de dette, pas la sœur froide, pas celle qui est partie, mais quelqu'un qui avait sauvé, tenu, et s'était brisé. Et personne ne l'avait jamais appelé par son vrai nom. Kazay n'était jamais populaire dans ma famille. Il l'appelait la fille qui entraînait Jules vers le bas. Celle qui se plaignait toujours, le genre de fille à problème. La dernière fois que j'ai vu Kazay, c'était quand Jules a été admis en cure de désintoxication pour la 3e fois. Pâle et silencieuse, elle se tenait dans un coin, les yeux fixés sur son téléphone. Les gens passaient devant elle. Personne ne disait bonjour. Personne ne lui demandait de rester. Je me souviens avoir discrètement posé une bouteille d'eau dans sa main, sans rien dire. À l'époque, je n'avais jamais imaginé qu'elle serait la seule à m'envoyer une parole gentille. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de l'indifférence. Ces mots avaient dit tout ce dont j'avais besoin. J'ai enregistré son numéro et j'ai écrit une note dans le contact. La première personne qui m'a vu. Ce soir-là, j'ai changé mes draps, j'ai allumé une bougie à la lavande dans l'appartement pour la première fois. Sur le miroir, le post-it était toujours là. Celui que j'avais écrit pendant une nuit blanche il y a des mois. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis une bonne personne. J'ai juste besoin d'arrêter de laisser les autres définir ce que cela signifie. Je l'ai lu à nouveau. Cette fois, ça n'a pas piqué. C'était léger. Ce séminaire de la journée a été l'une des étapes les plus importantes de ma nouvelle carrière. Nous l'avons tenu dans un petit centre de conférence du centre-ville de Marseille où les lumières douces et jaunes remplissaient la pièce et les chaises étaient disposées proprement comme les rangées de feuilles de calcul dans lesquelles je vivais autrefois. Le sujet, reconstruire les finances personnelles après la rupture de la confiance. Pas quelque chose que la plupart des banques aiment aborder, mais je savais que les gens en avaient besoin. J'ai animé la session d'ouverture, présentant des modèles de gestion transparente de l'argent au sein des cercles proches, surtout quand quelqu'un a été blessé par une confiance mal placée. Je n'ai pas mentionné ma famille, mais chaque exemple que j'ai donné portait encore les cicatrices, texto tard dans la nuit, facture d'urgence, la promesse de juste cette fois. Je suis entré dans le couloir derrière la scène pour changer de micro avant la prochaine session, et je l'ai vue. Tante Sophie, toujours avec sa permanente dorée douce, son foulard crème, son sac à main en cuir, une légère hésitation dans sa démarche. J'ai fait une pause, non pas par choc, mais parce que j'avais appris qu'elles apparaissent toujours quand quelque chose ne leur appartient plus. Elle a croisé mon regard, a souri, un sourire très Sophie. Amical, mais mesurant l'air entre nous. Camille, a-t-elle dit, pas trop fort, pas trop doucement. Ça fait un moment. J'ai hoché la tête. Pas de banalité, pas de courtoisie. J'ai entendu dire que tu te portais bien ici. L'événement d'aujourd'hui, très impressionnant. J'ai attendu. Et puis est venue la phrase que je savais venir. Tout le monde te manque. Ta mère est plus faible ces derniers temps. Jules travaille maintenant à temps partiel. Ils disent toujours, si seulement Camille était là. Elle a fait une pause, puis a proposé dans ce ton de négociation par défaut. Et si nous mettions en place un nouveau fonds? Rien de grand, un petit fonds d'urgence, quelque chose pour la tranquillité d'esprit. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui sait comment maintenir les choses ensemble comme tu le faisais. J'ai souri. Cette fois, sincèrement. C'était le genre de sourire que l'on donne quand le poids n'est plus le vôtre à porter. J'ai dit doucement, j'ai déjà créé un fonds d'urgence, tante Sophie. Elle a haussé un sourcil. J'ai ajouté, il s'appelle mon avenir, et il n'y a qu'une seule personne autorisée à y retirer.
Moi. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais s'est arrêtée. J'ai passé devant elle vers la porte de la salle de conférence. Ma main reposait sur la poignée. Pas d'au revoir. Je suis entré dans la pièce lumineuse alors que le microphone signalait la fin de l'entracte. Les gens retournaient à leur siège. J'ai vu une femme dans la cinquantaine avec un bloc-notes, un couple à la retraite chuchotant doucement à côté d'elle. Je me suis tenu sur scène et j'ai regardé. Pas de visage familier. Et étrangement, pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer l'absence de quiconque. Pour moi, la liberté n'est pas venue de partir. Elle est venue au moment où je n'ai plus eu à demander la permission de vivre comme moi-même. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ma situation? Pas le meilleur de la famille, mais celui qui portait le plus. Celui toujours appelé quand il y avait des problèmes, mais rejeté au moment où vous dessiniez une limite. Je sais que quelqu'un là-bas porte toujours ce rôle. L'aîné qui paie en silence. La fille qui sait mieux. Celle étiquetée froide uniquement parce que vous ne vous êtes pas brisé quand il s'attendait à ce que vous le fassiez. Si c'est vous, je veux que vous sachiez que vous n'avez pas tort de vous soucier, et vous n'avez pas tort de choisir de vous soucier de vous-même en premier. Si vous êtes au bord fragile entre aider et être utilisé, laissez vos pensées ci-dessous. Je les lirai. Et peut-être que quelqu'un d'autre qui a besoin de votre histoire le lira aussi. Merci de rester avec moi jusqu'à la fin. Si vous souhaitez entendre des histoires plus honnêtes et émouvantes sur la famille, les limites et la guérison, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres.